Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Entretiens de la Régénération. Je suis Marianne Bernasconi et je m'intéresse aux pratiques et visions du monde qui permettent de régénérer notre planète plutôt que de la détruire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Lemeur qui travaille pour la mairie de Grenoble et qui a investi sur le sujet de la théorie du donut qu'elle a mis en place pour cette commune. Sujet qui m'intéresse aussi tout particulièrement puisque j'anime des ateliers sur le donut pour des collectivités et des entreprises. Et l'objectif, ça va être de mieux comprendre comment une ville comme Grenoble a pu s'emparer de cet outil et de mieux le connaître aussi. Donc bonjour et bienvenue Nathalie, merci beaucoup de participer à cet entretien. Ma première question déjà, ça serait de savoir comment est-ce que tu as découvert cet outil et qu'est-ce qui t'a donné envie de le proposer à Grenoble? Bonjour Marianne et merci encore pour cette invitation. Et ben pour commencer à répondre à ta question, peut-être revenir très rapidement sur mon parcours. Donc après des études en école de commerce, j'ai décidé de me réorienter pour aller davantage vers des métiers de la transition. Et dans ce cadre-là, j'ai réalisé 2 formations successives, une première au campus de la transition en Seine-et-Marne et puis une seconde à l'école Lumia à Montsartou, à côté de Cannes et de Grasse. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, accompagnée pour monter un projet entrepreneurial, je suis tombée, sur un article qui parlait de cette, théorie du donut, cette intrigante théorie qui, a attiré directement mon attention par, le fait qu'elle, mettait en lien les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Et à partir de là, j'ai, réalisé qu'il y avait un livre qui existait, écrit par l'économiste britannique, Kate Raworth. Je me le suis procuré, je l'ai dévoré et puis à partir de là, je me suis dit que ça faisait déjà un petit moment que je cherchais une manière de concrétiser cette, envie de trouver du sens dans mon travail, pour faire écho aussi à mon engagement personnel. Et donc j'ai décidé de me lancer dans, le développement d'une méthodologie d'accompagnement des collectivités territoriales françaises à partir de la théorie du donut et donc, j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an, pour monter cette, théorie à partir de la littérature que j'avais pu trouver en ligne. Donc, voilà comment ça a commencé pour moi, à partir de 3 lignes dans un article. Donc on ne sait jamais d'où notre vie peut changer. Et pourquoi Grenoble alors? Puisque si je comprends bien, tu as travaillé avec différentes communes avant. Qu'est-ce qui t'a fait atterrir à Grenoble? Ouais, alors pendant ces très bonne question, merci. Pendant cette année de montage, en fait, de ce projet, j'ai effectivement, j'étais à la recherche d'un territoire pilote pour pouvoir, à la fois éprouver ma méthodologie et puis voir, quelle était la réception par les collectivités et je faisais, en parallèle de la veille sur internet pour, surveiller entre guillemets les collectivités françaises qui, mentionneraient la théorie du donut ou qui s'y intéresseraient de près ou de loin. Et c'est comme ça qu'en février 2022, je suis tombée sur une, délibération politique de la ville de Grenoble, donc à l'initiative d'un élu, à la prospective, à la résilience, aux nouveaux indicateurs et cetera Antoine Bach, qui en fait, a fait passer en conseil municipal le choix d'adosser davantage, les politiques de transition de la ville de Grenoble sur cette fameuse théorie du donut, notamment pour aller, un cran plus loin en termes de politique publique dans le cadre de l'année, capitale verte, européenne, donc le titre qui a récompensé les efforts de Grenoble, en la matière. Et donc à partir de ça, moi je suis entrée en contact avec cet élu et puis avec les équipes techniques, derrière qui étaient en charge de lancer donc cette démarche qui s'appelle Grenoble 2040. Donc la théorie du donut et le donut est un des outils au service de cette, démarche politique qui est une démarche. Donc pourquoi Grenoble 2040? C'est l'idée de pouvoir offrir aux enfants qui sont nés en 2022 la possibilité de fêter leur majorité en 2040 dans un monde ou une ville sûre et juste, pour reprendre le slogan du donut. Donc voilà un peu comment tout a commencé. Alors on parle, depuis le début, on parle de théorie du donut. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots et expliquer, puisque tu as dit effectivement qu'il y avait cette notion écologique et sociale. Donc pourquoi le donut, d'où ça vient et pour des personnes qui n'en auraient pas entendu parler, qu'est-ce que tu pourrais en dire? Ouais. Alors, effectivement, il faut pas se méprendre, c'est pas une nouvelle, recette de pâtisserie américaine. Donc la théorie du donut, en fait, pourquoi on parle de donut? Il faut visualiser donc, un donut de la même forme que la pâtisserie et en fait, vous allez retrouver sur le cercle extérieur
ce qu'on appelle le plafond environnemental, les limites finies de la planète, donc qui sont reprises par un socle scientifique à travers les 9 limites planétaires, parmi lesquelles on va trouver le changement climatique, les questions de biodiversité ou encore l'usage des sols ou les ressources en eau douce. Et puis, au centre, on a ce qu'on appelle le plancher social, donc c'est un ensemble d'enjeux et de besoins humains fondamentaux qui constituent en fait des minima sociaux en dessous desquels une partie de la population se retrouve, privée de la satisfaction de ses besoins. Donc on va retrouver des besoins, vitaux comme, l'accès à l'alimentation, l'eau, la santé, mais également des questions d'équité ou d'égalité dans la d'équité sociale, d'égalité dans la diversité, de, culture, d'éducation, voilà. Donc ça permet de couvrir quand même un gros spectre et en fait, toute l'idée, c'est d'essayer de faire rentrer nos économies occidentales entre ce plafond environnemental et ce plancher social, de manière à ce que tous les êtres humains, puissent subvenir à leurs besoins dans le respect des limites finies de la planète. Donc cette théorie est assez intéressante parce qu'elle permet non seulement de mettre en regard, des enjeux environnementaux et des enjeux, sociaux, mais elle invite également à s'interroger sur le mode de société, nos modes de vie, qui sont à la fois souhaitables et désirables pour le XXIe siècle. Et il y a toute une réflexion aussi sur, à la fois l'échelle, locale, c'est-à-dire comment est-ce qu'à l'échelle locale, en fait, on vit et on adresse ces enjeux environnementaux et sociaux, mais également, toute une réflexion sur comment nos modes de vie à l'échelle, locale impactent des populations, des écosystèmes à plus grande échelle ou à l'autre bout de la planète. Donc c'est une théorie qui est assez intéressante par cette, double, visualisation. Et qui effectivement met bien en évidence aussi cette notion d'interdépendance. C'est un outil en fait qui existe depuis, enfin en tout cas la théorie existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années si je me trompe pas. Et déjà un certain nombre de villes se sont emparées de cet outil. Je pense par exemple à Copenhague, qu'on cite souvent, mais aussi Londres par exemple, ou Barcelone. Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous êtes inspiré de ces communes? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces autres villes en fait qui se sont appropriées la théorie du donut? Ouais, tout à fait. Effectivement, il y a un réseau qui s'est structuré autour de K-Towers et donc un réseau de villes, qui sont plus ou moins engagées déjà avec, le donut, sur leur territoire. Effectivement, moi, j'ai pas mal échangé et travaillé avec, notamment les villes de Bruxelles et de Barcelone, mais également une ville en Allemagne, Bad Nauheim, qui commence à être, assez pionnière aussi dans l'application du donut et puis évidemment Amsterdam où les premières expérimentations ont été, effectuées il y a maintenant, 6 ans. Donc effectivement, on a ce réseau de villes, avec des réunions régulièrement pour, se mettre, s'informer, partager nos avancées, la manière dont on essaye de développer, et d'appliquer surtout opérationnellement cette, théorie à l'échelle locale. Et puis en juin, 2023, en fait, à Grenoble, on a organisé un gros événement qui s'appelle la Biennale des villes en transition et le donut était pas mal à l'honneur lors de cet événement et on a notamment convié, 6 ou 7 autres villes, européennes qui mettent en place aussi le donut à leur échelle. Donc c'était, très chouette de pouvoir aussi avoir cette journée, séminaire pour creuser aussi des sujets. Il faut savoir que le donut, donc effectivement tu l'as très bien, expliqué, au début c'est une théorie économique, mais en termes d'application opérationnelle, malheureusement aujourd'hui il n'existe pas de recette concrète toute faite. Donc chacun il va aussi un peu de son expérimentation et donc oui, il y a des liens assez forts entre les villes, qui mettent en application ce concept. Et la question que je me pose en t'écoutant, c'est qu'est-ce qui rend on va dire, le terreau propice, fertile pour adopter ce genre d'initiative? Quels sont peut-être des dénominateurs communs entre Grenoble, entre Bruxelles, entre cette ville en Allemagne que tu as citée, qui permettent en fait de s'approprier cet outil et de le développer? Ouais, tout à fait. Bah, je pense que, moi, un des éléments, pour moi primordiaux, c'est vraiment le portage politique. Grenoble, c'est une des rares villes qui, emploie une personne à temps plein pour travailler sur le sujet et dont l'application, en fait, a fait l'objet d'une décision, validée politiquement. Donc là, c'est vrai que ça offre, un tapis vert, sans mauvais jeu de mots, assez important pour, ensuite pouvoir, travailler sur ce sujet.
Dans d'autres, après avec les autres villes, je pense que c'est quand même des villes, qui sont assez pionnières sur des enjeux de transition. Donc, Grenoble a bénéficié de cette, récompense de capitale verte européenne en 2022. C'était aussi parce que la ville est assez pionnière en matière de politique de transition, de justice sociale et cetera. Je sais que Bruxelles, c'est le cas également. Et après, ce que je remarque aussi, pour avoir échangé avec d'autres, villes en France qui se peuvent poser la question d'aller un peu plus, sur cette, trajectoire-là. En fait, la ville de Grenoble, elle n'a pas, choisi historiquement de s'appuyer sur les objectifs de développement durable qui sont repris un peu dans le socle, social du donut, contrairement à beaucoup d'autres villes françaises qui ont très rapidement axé leurs agendas 2030 et leur plan d'action en fait dans cette perspective des objectifs de développement durable. Ce qui fait qu'après, changer de référentiel, c'est pas toujours évident, ça prend du temps. Et puis je pense qu'il y a le manque aussi de littérature, parce que c'est un sujet, comme tu l'as dit, qui est quand même assez récent dans l'application concrète, on va dire. Et effectivement, je pense que ce qui est porteur, c'est aussi d'avoir des personnes, qui s'investissent, énormément et puis qui sont proches de ce réseau, autour de Kate Raworth et qui osent, tenter différentes manières d'appliquer cette théorie à l'échelle d'un territoire. Hmm. Et on parle beaucoup, souvent, de justement dans les villes qu'on cite. Alors, pour la ville allemande, je ne sais pas la taille, mais on parle souvent de villes assez relativement grandes, de grosses agglomérations comme Bruxelles, Copenhague, Barcelone. Aujourd'hui, y a-t-il des plus petites communes, peut-être plus rurales, à ta connaissance, qui s'emparent en fait de ce référentiel? Alors la petite ville, enfin la ville en Allemagne, effectivement, c'est une ville de taille moyenne. En France, il y a la ville de Valence-Roman agglomération, donc c'est pas vraiment la ville, c'est plus l'agglo qui, a appliqué le donut, notamment avec une entrée, orientée projet. Et après effectivement, il y a plusieurs villes en Europe, qui se mettent qui s'appuient sur ce modèle, mais souvent c'est, pas politiquement, mais c'est plutôt, des groupements de citoyens ou des associations, de quartier qui décident de s'adosser sur, cette théorie pour, réfléchir à l'avenir ou à la vie du quartier et essayer d'améliorer le vivre ensemble. Donc, je dirais que quand c'est à une échelle, plus petite, souvent c'est plutôt des citoyens et des citoyennes, ou des organisations locales qui s'en emparent. Mais il y a quelques exemples effectivement, je pense notamment, dans les dans les banlieues de Londres où, effectivement il y a eu des initiatives comme ça. Donc voilà, ouais. J'aurais pas de nom à donner, spécifiquement, mais effectivement, c'est aussi d'un point de vue tout simplement, financier, ça met du temps et c'est un travail assez conséquent de décliner par exemple, le donut sous forme de diagnostic de territoire. Donc il y a tout un travail de recherche, de collecte de données qui est du temps qui est rarement enfin qui est souvent quand même, rémunéré et qui fait partie d'un poste à part entière. C'est également les collectivités qui produisent, aussi de la donnée sur le territoire. Donc c'est vrai que, plus les collectivités sont grosses, en général, plus elles, collectent et créent de la donnée. Donc voilà, c'est aussi, cette logique-là qui fait que pour l'instant ça prend un peu plus dans les plus grosses villes. Mais effectivement, ce serait très intéressant de pouvoir, voir des territoires, ruraux ou plus petits, s'emparer également de ce concept. Oui, donc c'est pas que un engagement politique quelque part, il y a aussi cette notion d'investissement qui peut être plus lourd. Et tu parles de diagnostic, donc qu'est-ce qu'un diagnostic donut en fait, ou un portrait donut d'un territoire? Comment vous y êtes pris, vous, à Grenoble? Ouais. Alors, ce qu'on appelle un portrait de note de territoire, en fait, c'est un espèce de diagnostic, à 360° qui permet, en fait, pour chacune des dimensions environnementales et sociales, du donut, de pouvoir adosser un indicateur qui va traduire là où en est le territoire par rapport à cette, dimension. Exemple, à Grenoble, on a les données sur les émissions de gaz à effet de serre et notamment à travers le bilan carbone du territoire. Et puis avec les objectifs des accords de Paris d'atteindre la neutralité carbone à 2050, on a, un objectif à long terme, donc qui est le bord du donut, pour ne pas dépasser les +1,5 ou 2°, d'ici la fin du siècle. Et donc à ce moment-là, en fait, l'empreinte actuelle, carbone du territoire, qui est pour l'instant au-dessus de la neutralité, va déborder en fait,
du donut vers l'extérieur et ce qui signifie qu'aujourd'hui, on on excède, notre entre guillemets «notre quota carbone» si on veut. Donc si on veut atteindre cette neutralité carbone à 2050, on a encore une marche à réduire, assez importante. Et donc c'est un peu cette même logique pour l'ensemble des enjeux environnementaux et sociaux qui constituent le donut, ce qui permet à la fin d'avoir, hem, un diagnostic visuel en fait de quelles sont les limites que l'on dépasse ou pas et à quel point on les dépasse. Sachant que voilà, après il y a tout un travail sur les indicateurs. Sur un visuel, il est impossible de représenter la totale complexité de dimensions comme la culture ou l'éducation. Donc à chaque fois, il y a une grosse, partie de choix arbitraires à faire non seulement dans la fixation des valeurs cibles lorsqu'elles ne sont pas définies par la communauté scientifique, comme dans le cas de la neutralité carbone par exemple, mais également, dans le choix des indicateurs pour illustrer chacune des dimensions. Donc là, il y a aussi cette dimension dont tu parlais à l'instant, de disponibilité des données, de capacité d'une collectivité à voilà, ouais, à mobiliser des indicateurs, qui rendent compte de l'état de son territoire. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est parce qu'en fait, au final, c'est des données qu'on va retrouver aussi, au niveau de l'INSEE, de la CAF, donc des données, sociodémographiques ou statistiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est vraiment d'avoir, cette vision, cette image à l'instant T, de l'ensemble, des enjeux environnementaux et sociaux, avec cette précaution de lecture des indicateurs, qui sont derrière et des méthodes pour les sélectionner. Donc moi quand je suis arrivée à la ville en septembre, 2022, la commande politique était assez pressante de pouvoir sortir un portrait d'Honnête, donc j'ai pas réalisé un tout un processus de participation citoyenne pour co-construire ce diagnostic avec les citoyens et citoyennes, ce qui est, régulièrement fait dans les autres, villes qui appliquent ce modèle. Donc je l'ai plutôt réalisé, à partir d'une dizaine d'entretiens en interne avec, des personnes, expertes de certains sujets, à la ville de Grenoble. Et puis, ce qui m'a permis en fait de pouvoir le sortir, dans un temps assez record. Et donc voilà, c'est intéressant, mais c'est une première grille de lecture et c'était aussi une manière à la ville de Grenoble pour tester un peu, est-ce que ce modèle pouvait apporter quelque chose en plus de ce qui se fait, déjà au sein de la collectivité. Et puis, là, je travaille sur une réactualisation de ce portrait, cette fois-ci, qui sera totalement co-construit avec les différentes, directions et services de la collectivité, de manière à mieux refléter, en fait, les compétences administratives et politiques, de la ville. C'est-à-dire que le choix des indicateurs permettra de se dire: si on met en place telle politique, par rapport, aux espaces publics ou, à la gestion, par exemple, des bâtiments sportifs, on va pouvoir réduire de temps les consommations d'eau ou de chauffage ou de consommation énergétique et donc de s'orienter petit à petit vers, vraiment un outil, presque de pilotage à travers cette nouvelle boussole, du donut. Donc Donc là, c'est ouais, ouais. vas-y, pardon. Non, non, c'est bon, vas-y. Donc cette nouvelle version, comme tu disais, elle va faire un focus sur les compétences. Est-ce qu'il est envisagé d'avoir aussi un cadre encore plus participatif qui inclut des associations, des citoyens, des acteurs de la vie publique, mais qui ne soient pas mairie? Tout à fait, ouais. Effectivement, c'était le grand pied manquant, au tabouret. Donc tout à fait. En fait, l'idée, à partir de donc là sur, à part l'année qui arrive, l'idée, ça va être effectivement de pouvoir, aller vers les citoyens et citoyennes et les mobiliser pour qu'eux-mêmes puissent réaliser leur propre diagnostic et surtout les inviter à se projeter, dans l'avenir, donc en 2040 ou autre, pour, essayer de justement de préfigurer comment est-ce qu'ils envisagent, leur vie à ce moment-là et surtout quels sont, par exemple, les éventuels enjeux pourraient, qui pourraient s'aggraver ou s'intensifier ou, prendre davantage d'ampleur dans les années à venir par rapport à leur, quotidien. Et donc pour être un peu plus précise sur ce sujet, en fait, il y a un projet qui est en train de se monter, qui s'appelle Quartier 2040 et donc l'idée va être de réaliser un peu des portraits de quartiers avec l'originalité, de ne pas, calquer le découpage géographique sur les secteurs administratifs du territoire, mais plutôt sur des réalités de bassins de vie, locaux, pour justement essayer de pouvoir vraiment aller chercher une parole habitante et puis, d'avoir vraiment cette, partie, plus de politique par le bas et de participation, tout en
il y a une idée aussi derrière de développer, la résilience collective sur le territoire et donc de pouvoir aussi leur donner des clés pour être davantage en capacité d'agir, et puis évidemment d'essayer de mobiliser davantage de monde, notamment dans les publics les plus éloignés de ces sujets-là, tout en ayant aussi cette humilité de comprendre, leurs enjeux et leurs problématiques, au quotidien ou à plus long terme. Alors comment vous allez vous y prendre en fait? Quels outils ou méthodologies vous allez utiliser pardon, pour impliquer les citoyens? Et une deuxième question aussi, je suis très curieuse de savoir comment aussi est-ce que vous allez faire en sorte que les citoyens soient plus acteurs en fait? Quels sont les leviers? Donc ça fait deux questions. Ouais. Donc pour répondre à la première, la partie participation citoyenne, elle est pas encore, totalement calée, mais l'idée, ce serait vraiment de faire de l'aller vers, donc pas forcément de passer par un tirage au sort, mais plutôt, de s'appuyer sur des antennes, locales comme les maisons des habitants ou les conseils de quartier et cetera pour, essayer d'aller toucher les gens vraiment dans leur espace dans leur vie quotidienne. Et puis avec la collectivité, on a effectivement pas mal agentes de terrain, qui sont déployés, que ce soit sur des, accompagnements, sociaux ou, éducatifs et cetera. Donc l'idée va vraiment être de s'appuyer sur les antennes, locales qu'on a, hem et puis d'aller, sur le terrain à la rencontre aussi des habitants, habitantes, et d'organiser, voilà, des ateliers, des échanges, des différents différentes animations comme ça qui permettent d'aborder ces sujets-là, d'ouvrir des espaces de discussion et d'échange, avec la population. Et puis éventuellement effectivement de s'appuyer sur, une équipe de facilitateurs et facilitatrices, pour accompagner ça. Mais pour l'instant cette, phase-là, elle est pas encore complètement calée parce qu'on est vraiment sur la première phase où on va essayer de faire des petits diagnostics de quartier pour, avoir aussi une vision un peu technique de, par exemple, quels sont les quartiers qui sont les plus touchés par les îlots de chaleur urbains, Mhm. hem, quels sont quelle est la couverture de végétale, par quartier, le nombre de bâtiments ou d'équipements, sportifs, associatifs et cetera. Donc, pour l'instant, on est plus dans la phase amont et on est en train de caler cette stratégie, donc j'ai du mal à pouvoir, me projeter Mhm. davantage pour le moment. Mais il y a vraiment en tout cas cette volonté d'aller vers et de ne pas s'appuyer que sur les personnes, qu'on voit régulièrement, et qui s'intéressent à ce genre de sujet-là. Donc, voilà, en tout cas, ça va être le challenge qu'on va relever. Et puis, sur ta, 2e question, je crois que j'ai oublié. Oui, en fait, quels sont les leviers en fait pour les citoyens quand tu dis leur donner les moyens d'agir à leur niveau? Ouais. Du coup, là, l'idée, ça serait vraiment plus dans une logique un peu de prospective, de les inviter à tirer les fils de ce qu'ils vivent aujourd'hui, éventuellement comme difficulté ou ouais, comme enjeu. Par exemple, comment se prémunir de la canicule, à Grenoble en été, comment optimiser ses consommations, énergétiques et cetera pour, heu, réduire ses dépenses. Et donc, l'enjeu, en fait, ça va être, vraiment d'essayer de qu'eux-mêmes dans une démarche un peu d'éducation populaire, qu'eux-mêmes en viennent à échanger entre eux et à s'interroger sur, les difficultés qui pourraient survenir, à petite ou à grande échelle, dans les années qui viennent et ensemble, en fait, de voir comment est-ce qu'à travers, des réseaux d'entraide, de solidarité au niveau d'un quartier, ça peut passer par des petits projets, type chantier, ouvert au public ou des petits, projets participatifs. Comment est-ce qu'ensemble, ils peuvent à l'échelle vraiment d'un quartier, déjà, imaginer des choses, à mettre en place pour anticiper ou pour mieux s'adapter, en fait, aux changements qui vont arriver. Donc ça peut être effectivement, de développer des réseaux d'entraide, donc comme je le disais, de s'appuyer sur d'autres dispositifs, participatifs qu'on a à la ville qui permettent de créer des petits projets à l'échelle d'un quartier. Hem, D'avoir des idées pour participer à des budgets participatifs et cetera, où et c'est souvent des instances où on retrouve quand même encore une fois les mêmes personnes. Donc là, l'idée, ça serait aussi de pouvoir, hem donner davantage d'outils ou d'éléments qui permettent, à n'importe quel, citoyen ou citoyenne de trouver «sa place» entre guillemets dans cette transition et surtout, la manière dont la personne a envie de vivre cette transition. Donc, on n'est pas tous et toutes égaux, et puis, il y a des marches qui peuvent être plus ou moins grandes, selon les personnes, selon les
l'origine et puis la manière de vivre. Donc effectivement, l'idée, c'est surtout, en fait, d'ouvrir des espaces de dialogue, que les gens s'écoutent et surtout de développer cette espèce d'esprit de solidarité, d'entraide, à une échelle, supralocale pour le coup. Mmh. D'accord. Et effectivement, donc comme tu disais tout à l'heure, pour des petites communes, c'est un engagement très fort en fait qu'aujourd'hui les grandes communes peuvent hem, déployer. Et la question que je me pose, c'est, qu'en est-il des échéances, électorales? Comment est-ce qu'on s'assure en fait que ce type de projet puisse être bien maintenu dans la durée? Puisque comme tu es en train de le dire, c'est quand même un projet de longue haleine qui implique un grand nombre d'acteurs et qui nécessite du temps long. Donc comment faire, pour dépasser les enjeux et les échéances électorales et maintenir cette notion de temps long? Ouais, effectivement, c'est une très bonne question et j'avoue que je ne sais pas si mon poste sera maintenu après les élections, municipales, puisque là, mon poste a vraiment été créé, suite à la décision de l'équipe municipale en place actuellement. Donc effectivement, les échéances municipales, les cartes peuvent être, totalement rejouées et puis c'est vrai que la théorie du donut, c'est quand même une théorie qui, quand on la prend, au sens économique et puis, à travers l'écrit de Kate Raworth, c'est vrai que c'est une théorie qui est quand même assez, connotée, en tout cas, en termes de positionnement par rapport à notamment la notion de croissance. Donc effectivement, c'est pas du tout garanti. Après voilà, si d'un point de vue, vraiment purement, application concrète, donc j'ai parlé des diagnostics de territoire, mais il y a d'autres applications qu'on peut faire et puis là, donc je viens de développer un outil d'aide à la décision qui prend la forme d'une, grille d'analyse environnementale et sociale des projets d'investissement de la collectivité. Et en fait, cet outil a vocation à pouvoir, analyser la contribution des différents, projets à l'étude, au sein de la collectivité, aux objectifs fixés, enfin politiques fixés par les élus. Donc que ça soit des objectifs, environnementaux ou sociaux, donc je disais tout à l'heure, de réduction des consommations énergétiques ou d'eau, ou bien, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc ce qui est intéressant avec ce type d'application, un peu dérivée de la théorie du donut, c'est que, on a là un outil qui est un outil technique à destination de l'administration, donc qui n'est pas forcément, enfin qui peut être, décorrélé, on va dire, des politiques en cours, puisque Mmh. cette grille, elle est notamment adossée sur les plans et stratégies politiques de la collectivité. Donc heu, en «sécurisant» entre guillemets, certaines applications opérationnelles, du donut, d'un point de vue purement administratif et technique, ça peut être une solution d'ancrer en fait, des nouveaux outils, une nouvelle manière de concevoir des projets ou de s'interroger sur des enjeux à 360°, là où aujourd'hui les directions fonctionnent très en silo. Et donc c'est d'amener cette transversalité pour moi, d'un point de vue vraiment, pratico-pratique, qui fait qu'au final, on a on a des outils qui commencent à être ancrés et que les équipes municipales changent, en fait, ça ne Mmh. enfin, l'outil pourra perdurer dans le temps. Donc je dirais ça. Après effectivement, voilà, on verra comment ça se passera, Mmh. ça sera la surprise. Et oui, comme tu dis, il y a une palette d'outils qui fait que même si, toute la démarche, on va dire, orientée, citoyenne, par exemple, ne devait pas perdurer, effectivement, on peut utiliser d'autres outils, piocher dans la boîte à outils. Puis, bravo de développer ce genre d'initiative qui probablement peut aussi être utile à d'autres collectivités. Et justement, quels seraient tes conseils pour une collectivité en fait qui démarrerait et qui voudrait s'emparer de ce référentiel pour pouvoir atteindre ses objectifs, de transition? Ouais, tout à fait. Très bonne question, merci. Je pense que le plus important déjà, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut mobiliser, ce modèle du donut. Parce qu'effectivement, comme tu viens de le mentionner, il y a différentes manières de l'appliquer. Hem, c'est un modèle qui est quand même assez, complexe, on va dire, à mettre en pratique, parce qu'il y a énormément d'enjeux et de concepts à comprendre aussi. Il y a 27 dimensions, en tout dans le donut, donc c'est pas rien. Donc je pense que c'est déjà de fixer vraiment les intentions et l'objectif d'utiliser ce modèle. Est-ce que c'est vraiment pour avoir par exemple un diagnostic, à l'instant T, et puis ensuite de pouvoir, faire à travers des extrapolations de la prospective, imaginer le territoire qu'on souhaite, avoir, dans 10-20 ans. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi, plutôt, un usage, orienté projet, justement pour essayer de penser les projets de manière vraiment, circulaire, et puis optimiser l'ensemble des impacts,
négatifs éventuels, enfin de les réduire au maximum. Donc voilà, je pense que le plus important au début, c'est de savoir enfin, pourquoi on mobilise ce concept et puis ensuite, si on s'oriente sur un portrait donut et ben là, l'entrée pour moi la plus facile, c'est déjà de comprendre donc les différentes dimensions du donut afin de pouvoir ensuite, commencer à aller chercher dans les banques d'indicateurs, des indicateurs qui peuvent, enrichir, ou enfin voilà, enrichir la réflexion ou justement, donner à voir un état des lieux actuel. Et puis je pense qu'un autre, aspect important, c'est tout de même d'aller fouiller sur le site, du Donut Economics Action Lab, donc le DEAL, DEAL, qui est l'organisation qu'a créée, Kate Raworth, pour justement diffuser, un certain nombre d'outils qui sont traduits dans différentes langues, pour accompagner des collectifs ou des collectivités qui souhaitent, mettre en pratique, ce modèle. Donc là, évidemment, c'est une très bonne porte d'entrée pour, avoir aussi, des idées de déroulés d'ateliers, des outils pour, commencer à plonger un peu dans cet univers. Donc ça, je pense que c'est aussi, très important et puis, je pense qu'il faut, aussi, trouver les bonnes personnes, donc à la fois avec une connaissance assez technique, par rapport à la manipulation des données, des indicateurs et cetera, donc qui soit assez, une personne assez familière aussi avec, toutes ces banques de données, en ligne ou, internes et ou externes et puis, d'être aussi, intéressé par justement cette idée d'amener plus de transversalité parce que c'est un enfin, si on veut réellement acculturer une collectivité, c'est assez important quand même de pouvoir, aller voir différents profils ou différentes, directions thématiques et l'idée, c'est vraiment d'embarquer tout le monde puisque, le donut à travers sa transversalité, en fait, permet d'adresser énormément d'enjeux différents et donc c'est un outil quand même qui a un potentiel de désilotage, si je peux dire, Mmh. des différentes, disciplines en politique ou quoi, qui est ou en entreprise d'ailleurs, qui est vraiment, riche. Donc voilà et après je pense qu'il faut beaucoup de motivation et d'énergie et de pas se laisser, abattre, parce que c'est effectivement encore un champ totalement en exploration donc faut oser surtout, je pense. Mmh. Et je pense que je vais rester sur cette notion d'audace et d'oser effectivement. On a parlé de beaucoup de sujets sur, cette notion d'adaptabilité, d'inclusion, on va dire aussi des habitants des bassins de vie, mais aussi la nécessité de décloisonner, de faire travailler ensemble les différentes compétences d'une commune. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'entre communes, vous interagissez, donc c'est vraiment quelque part un projet, collectif en fait qui va au-delà de son propre territoire. Est-ce que tu aurais, pour conclure cet entretien, une dernière actualité à partager ou une dernière information? Hem Et ben, restez, attentifs et attentives parce qu'on va bientôt diffuser le fameux, outil d'aide à la décision dont je parlais rapidement tout à l'heure, Mmh. qui suscite, de réelles, attentes parce que c'est un outil réellement, assez innovant par rapport à ce qui se fait déjà et donc voilà, restez en alerte si jamais vous souhaitez, vous emparer de cet outil, qui sera bien entendu diffusé et puis, l'améliorer, au mieux, voilà, Donc ça avec, sera grand plaisir. diffusé en open source, si je comprends bien? Ouais, c'est la volonté. OK, génial. Mais écoute, merci beaucoup Nathalie. Donc, ça sera le dernier entretien de la régénération que j'enregistre, donc qui clôt un peu une première saison où pendant 1 an, j'ai interviewé 1 à 2 personnes par mois pour pouvoir explorer qu'est-ce que c'était, finalement que cette régénération dont on parle tant à travers, différents prismes, à travers différentes perspectives, dans notre rapport aussi au vivant, dans notre rapport aux enjeux plus sociaux. Et donc ça clôt cette première saison en espérant qu'il y en ait une deuxième qui sera peut-être, sûrement plus thématique pour pouvoir donner et diffuser aussi comme tu le fais Nathalie avec cet outil d'aide à la décision, de diffuser des bonnes pratiques, des regards en fait qui permettent de nous faire avancer et de nous adapter par rapport à ce monde, plein de changements. Donc merci Merci beaucoup beaucoup. Nathalie. Ouais. Merci à toi, Marianne. Soyez prévenus des prochains entretiens et participez au direct pour poser toutes vos questions aux personnes interviewées en vous abonnant à la newsletter mariannebernasconi.substack.com et retrouvez les épisodes sur les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube. À bientôt!